Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Plusieurs jours plus tard, il va déclarer « Dans la journée du 6 août, la fortune a trompé votre courage, mais vous n'avez perdu vos positions qu'après une résistance héroïque qui n'a pas duré moins de 9 heures. Vous étiez 35 000 contre 140 000. Dans ces conditions, une défaite est glorieuse, et l'histoire dira qu'à la bataille de Reichshoffen, les Français ont déployé la plus grande valeur. » Ainsi, la défaite de l'armée prend une étrange allure de bravoure. Et pourtant, les remords vont occuper longtemps son esprit. Et peu à peu, l'armée prussienne ronge toute la zone est du territoire. Désormais, il s'agit de défendre Paris. Avec l'armée de Châlons sous ses ordres, le maréchal entame un parcours sinueux et épuisant jusqu'à Sedan. Sedan, c'est évidemment un nom qui résonne à nos oreilles. On sait ce qui va se passer. Jusqu'ici, il dirigeait son armée au gré des transmissions de télégraphe, qui étaient souvent défectueuses quand même, avec d'autres généraux. Les retards de transmission maintenant sont fréquents et ils contribuent à l'affaiblissement général du moral des troupes et de leurs dirigeants. C'est donc proche de Sedan, le matin du 1er septembre, que la résilience du chef militaire va toucher à sa limite, si vous voulez. Parti en mission de repérage avec plusieurs officiers, un fragment de plomb lui atteint le bas du dos. La blessure est d'une telle profondeur que le médecin militaire ne parvient pas à dégager le projectile de son corps, il perd connaissance. Désormais, c'est au général Ducrot de prendre la relève. Les instructions peinent à circuler, la confusion est alors à son paroxysme. En quelques heures, l'armée prussienne parvient à encercler la ville de Sedan. Le lendemain, Napoléon III en personne se rend auprès du roi de Prusse pour signer sa capitulation. L'armée française, forte de 70 000 hommes, et son empereur sont pris en otage. Le pays est sous le choc. C'est la dernière défaite impériale. Toutefois, MacMahon va demeurer le plus populaire des chefs de cette guerre. Sans doute que sa blessure finalement l'aura immunisé, si vous voulez, face à l'opinion publique. Le 4 septembre, les députés républicains de l'Assemblée proclament la République. Après plusieurs semaines de convalescence qu'on imagine, MacMahon, fidèle à lui-même, avec sa dignité inflexible de guerrier, se rend en tant que prisonnier auprès des Allemands. Contraint de séjourner à Wiesbaden, sur la rive droite du Rhin, où il va mener une vie paisible avec sa famille, en attendant sa cicatrisation. Les jours passent, il apprend au gré des acclamations allemandes que Paris puis Belfort ont capitulé. Déjà, des projets d'élection d'une nouvelle assemblée constituante se dessinent. Des rumeurs circulent prétendant que le maréchal MacMahon ferait un bon député. Et pourtant, il refuse catégoriquement toute fonction politique, nourrissant l'espoir d'une potentielle victoire des armées de province. Sa candidature, malgré tout, est déposée par les comités d'Autun et de Montargis, et c'est dans le journal de Wiesbaden du 17 février 1871 que MacMahon est informé par lettre de son élection. La paix est ratifiée. Du coup, il rentre à Paris, on est en mars, juste à temps pour connaître l'insurrection de la Commune. La discorde, vous le savez, règne entre le gouvernement et le peuple. Plusieurs milliers de gardes nationaux détiennent encore des armes, ils organisent une insurrection. Une poignée de généraux sont fusillés dans les rues. À peine arrivée, la famille MacMahon est évacuée à Saint-Germain-des-Prés. Au cours de cette période, il va se lier d'amitié avec Adolphe Thiers qui lui confie en toute confiance le commandement de l'armée versaillaise. Aux yeux du chef du pouvoir exécutif de la République française, le maréchal est un chevalier sans peur et sans reproche qui va triompher. C'est d'ailleurs chose faite lors de la semaine sanglante, où l'armée prend d'assaut la ville et parvient à mater les fédérés. Tout Paris s'embrase. Le bilan, vous le savez, est terrible. Du côté versaillais, 7 000 hommes sont tués, tandis que les communards perdent 35 000 hommes, c'est-à-dire 5 fois plus. Les mois suivants s'annonce difficile, compliqué. Le climat politique est détestable, bonapartistes et royalistes se déchirent à l'Assemblée, le pays, encore sous le choc de la Commune, est toujours occupé par l'Allemagne. Fin janvier 1872, Thiers annonce sa démission auprès du président de l'Assemblée. Son mandat prendra officiellement fin le 24 mai. Quelques semaines plus tard, a lieu la réunion du comité des 9 chez le duc de Broglie. Alors ça s'écrit Broglie, mais ça se dit Broglie. Si le duc d'Aumale fait grand débat, c'est sur MacMahon que les dignitaires s'accordent. Et bien que le maréchal ne compte aucunement remplacer Adolphe Thiers, la majorité conservatrice le choisit comme président à 300 voix pour 392 votants quand même. La gauche entière s'abstient. MacMahon
est donc élu premier président de la Troisième République, donc pour nous, troisième président de la République française. Il a 65 ans, il n'a jamais appartenu à aucun parti, il ne connaît pas les compromis, manipulable à souhait, en tout cas c'est ce qu'on imagine, son profil laisse à désirer. Toute sa carrière politique, il va être surnommé le soldat légal. À l'annonce de son élection, vous avez compris que ce n'est pas une élection à suffrage universel direct, c'est l'Assemblée qui vote. Donc à l'annonce de son élection, le maréchal est d'abord résolu à refuser. Les manigances politiques, ça ne lui ressemble pas. Il pressent un piège, si vous voulez. Et il ne faudra pas plus de 20 minutes à Louis Buffet pour le convaincre que le devoir et l'honneur priment sur le reste. Dans son adresse à la nation le jour suivant, MacMahon résume en une phrase concise son programme politique. Nous continuerons ensemble l'œuvre de libération du territoire et le rétablissement de l'ordre moral de notre pays. Pour l'accompagner dans les lourdes tâches qui l'attendent, le président nomme d'abord Emmanuel d'Harcourt, le cousin germain de la maréchale, comme secrétaire général de la présidence et Albert de Broglie, le chef de la majorité conservatrice, comme chef du gouvernement. Premier objectif du président, c'est redresser l'image de la nation. Il marque le coup avec prestige au moment de la visite du Shah de Perse, première visite diplomatique depuis la guerre. Le président et sa femme organisent 10 jours de fêtes incessantes, de galas luxueux, de feux d'artifice, de défilés militaires. Tout ça aura coûté 250 000 francs. De l'époque, les dépenses ne cesseront de couler au cours du mandat. En témoignent les dîners somptueux organisés au Salon de l'Élysée où le couple reçoit de nombreux députés jusqu'à 2 fois par semaine. La réputation de la France se voit comme ça redorée par leurs soins. Pour rappel, quand même, la nation est toujours dépourvue de constitution, donc tout est à refaire. Sur ce point, l'Assemblée, pièce maîtresse, vous l'avez compris, du jeu politique, aura le dernier mot. Sa majorité conservatrice mène une politique libérale bien assise, mais déjà la question de la restauration de la monarchie est en train de se poser. Maintenant que la France est désormais libérée, le comte de Chambord semble en pôle position, si vous voulez, pour l'accès au trône. Malheureusement, MacMahon, qui se montre d'une neutralité exemplaire jusque-là, se voit en devoir de trancher sur la question du drapeau, figurez-vous. Bien qu'il soit en accord avec une potentielle restauration d'un roi, d'après lui, le retour du drapeau blanc, qui serait indispensable pour Henri V, le fameux comte de Chambord, qui s'appellerait donc Henri V, serait la cause, selon MacMahon, d'une insurrection qu'il ne pourrait maîtriser. Je cite: « Si le drapeau blanc flottait à une fenêtre et le drapeau tricolore à une autre, les chasse-peaux partiraient d'eux-mêmes et je ne pourrais plus répondre de l'ordre dans les rues et de la discipline dans l'armée.